Oh, ma belle Nice, reine des fleurs, tes vieilles toitures je chanterai toujours. Je chanterai les montagnes, tes si riches décors, tes vertes campagnes, ton grand soleil d'or. Vive, vive, Nizza la bella! Bonjour. C'est en 1903, un 14 juillet, que fut écrit en langue niçoise par Menica Rondelli, poète niçois, compagnon de Joseph Garibaldi, ce qui est devenu aujourd'hui le symbole de l'identité culturelle niçoise et l'hymne de la ville, chanté par toute la population dans les moments de joie et dans ceux tragiques. Comme Marseille, Nice a été fondée par des Grecs venus de Phocée, vainqueurs des Ligures, jusque-là seuls habitants de la région, d'où le nom de Nicaïa, qui lui aurait alors été donné vers 350 avant Jésus-Christ. Nicaïa, en grec ancien, signifie celle par qui est arrivée la victoire. À l'origine, Nicaïa n'est qu'une forteresse associée à un petit port de guerre. Plus tard, Rome créa le district militaire des Alpes-Maritimes et l'empereur Claude, au 1er siècle après Jésus-Christ, fera de Nicaïa, alors située sur la colline qui deviendra le quartier de Cimiez, la capitale de la province. Mais sa position est ambiguë. Elle est, d'une part, incorporée dans les limites administratives de Rome, mais demeure sous la dépendance de Massilia, Marseille, comme l'explique fort bien Strabon, l'historien grec, qui écrit dans son ouvrage La géographie, bien qu'Antipolis, Antibes, soit située sur le territoire de la Narbonitis, la province de Gaule narbonnaise, et Nicaïa, dans celui de l'Italie, Nicaïa demeure soumise aux Massaliotes, les Grecs de Marseille, et fait partie de la province, donc de la Gaule, tandis qu'Antipolis a été rangée parmi les cités italiotes au terme d'un jugement rendu contre les Massaliotes qui l'a libérée de leur domination. Il faut préciser que pour Strabon, la limite entre l'Italie et la Gaule était alors placée à l'embouchure du Var. Quoi qu'il en soit, comme on le voit, dès les origines, Nice s'est trouvée écartelée entre l'Italie et la France. Mais, dès 1108, elle devint une république italienne. Envahie en 1176 par le comte de Provence, Alphonse Ier, qui met brutalement fin à la République, elle finira par se révolter et durant tout le Moyen-Âge, elle sera disputée par la France et les royaumes italiens jusqu'en septembre 1388 où, à la suite d'un accord dûment ratifié, elle passa entre les mains des comtes de Savoie. C'est la dédition de Nice à la Savoie, au pacte que jamais la ville ne sera livrée aux Français. Elle devient par ailleurs la capitale du comté de Nice. Au début du XIXe siècle, lors des guerres de la Révolution, Nice est rattachée à la France et la Convention crée en janvier 1793 le département des Alpes-Maritimes. Enfin, après la chute de Napoléon, le comté de Nice fut intégré au royaume de Piémont-Sardaigne. Avant d'en venir aux événements qui la conduisirent à devenir définitivement française, ce petit rappel historique me semblait nécessaire, ne serait-ce que pour vous démontrer que l'histoire de Nice ne fut pas un long fleuve tranquille, loin de là. Mais la ville se développa néanmoins tout au long des siècles, s'étendant de la rive droite du Paillon, la rivière qui la traverse et se jette dans la baie des Anges. Son économie devint florissante,
Sa population dépassa de 23 500, passa de 23 500 habitants en 1815 à 44 000 habitants en 1858, période au cours de laquelle de nombreux républicains français s'installèrent dans la ville. Nous en arrivons donc aux années cruciales pour elle, qui s'inscrivent dans le processus engagé par l'empereur Napoléon III pour rejeter l'Autriche hors de l'Italie du Nord et réaliser l'unité italienne. L'Italie n'étant jusque-là qu'une mosaïque de petits États, principautés, duchés, souvent en conflit les uns avec les autres et subissant les ingérences incessantes des grands États européens. Tout commença par un attentat sanglant qui se produisit à Paris le 14 janvier 1858, alors que le régime impérial était à son apogée. Un attentat contre l'empereur au moment même où sa voiture s'approchait de l'entrée de l'opéra. Le couple impérial venait assister à une représentation de bienfaisance. 3 bombes sont lancées contre lui. Napoléon III reçut un projectile dans son chapeau, mais ne fut pas blessé. À ses côtés, l'impératrice Eugénie est indemne, mais le général Roquet, qui était assis à leur côté, est touché, et la robe d'Eugénie est couverte de son sang. On se précipita alors sur elle pour lui porter secours, et l'histoire a retenu ces paroles en ces circonstances tragiques. « Ne vous occupez pas de nous, c'est notre métier. Pensez aux blessés. » Les blessés sont en effet très nombreux, plus de 140, et on releva 12 morts. Napoléon III est bouleversé, veut aider à porter les blessés vers une pharmacie voisine. Mais le commissaire Lanné le supplie d'entrer à l'opéra, car si le public ne le voit pas, il supposera qu'il a été tué ou blessé. L'empereur se rend à ses arguments et il entre au bras d'Eugénie dans l'avant-scène impériale, ovationné par le public. Le soir même, la police arrête 4 Italiens, dont le chef du commando, Felice Orsini. Charles de Morny, demi-frère de Napoléon III par sa mère et petit-fils de Talleyrand par son père, n'est pas à l'opéra ce soir-là, mais au cirque, où il assiste à la création d'un spectacle intitulé « Turlututu, chapeau pointu ». Il est aussitôt informé de l'attentat et se rend sur place. Morny est l'un des principaux protagonistes du coup d'État du 2 décembre 1851 qui instaura le Second Empire. Le discours qu'il prononce 2 jours plus tard aux Tuileries, devant les corps constitués, est très violent et s'adresse en partie à l'empereur lui-même. Les populations s'inquiètent des effets de votre clémence qui se mesure trop à la bonté de votre cœur. Et il exhorte à promulguer les lois répressives qui manquent à notre justice. Morny sera le rapporteur de la loi dite de sûreté générale. Orsini est jugé et exécuté le 13 mars, bien que Napoléon III et Eugénie souhaitaient lui accorder la grâce. En effet, Orsini n'est pas un terroriste à proprement parler, mais un ardent partisan de l'indépendance italienne, qui crut naïvement que la mort de Napoléon III ramènerait à Paris la République et signifierait par conséquent la fin de l'occupation de Rome par les troupes françaises, qui s'étaient emparées de la ville éternelle en 1849 pour chasser les républicains et rétablir le pape réfugié à Gaète, en Sicile. Napoléon III est impressionné par l'homme et a bien entendu son ultime appel quelques heures avant son exécution.
Que votre majesté ne repousse pas le veau suprême d'un patriote sur les marches de l'échafaud, qu'elle délivre ma patrie, et les bénédictions de 25 millions de citoyens la suivront dans la postérité. Ce vieux rêve de l'unité italienne empêche souvent l'empereur de dormir. Ses pensées se tournent vers sa jeunesse. Il entend encore la voix de son précepteur, Philippe le Bas, le fils du conventionnel, lui recommander « Monseigneur, si vous approchez un jour du pouvoir, usez, je vous en prie, de cette puissance pour faire l'unité, pour aider à l'unité et à la liberté de l'Italie. » L'empereur se souvient aussi du temps où il combattait, dans les rangs des Carbonari, l'autorité despotique de Rome et l'accablante occupation autrichienne. Il luttait alors les armes à la main pour forger l'unité et la liberté italienne. Souvent, il avait failli être pris et exécuté, comme celui qui vient de l'être et qui aurait pu être son compagnon de combat. Toutes ces pensées trottent dans sa tête durant les jours qui suivirent l'exécution d'Orsini et de son complice Pieri, qui monta à l'échafaud en chantant « Mourir pour la patrie, c'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie. » Les autres conjurés, de Rudio et Gomez, avaient été condamnés au bagne. Il songe aussi à la promesse faite, au lendemain du coup d'État, à Camille Cavour, ministre des Affaires étrangères de Victor Emmanuel, le roi du Piémont. « À présent que je puis faire ce que je veux, je ferai quelque chose pour l'Italie. Vous pouvez le demander à votre gouvernement. » L'heure n'était-elle pas venue? Il décide donc d'œuvrer pour l'indépendance et l'unité de l'Italie, tout en continuant de protéger la Rome pontificale contre ceux qui, au nom de cette même unité, voudraient de nouveau chasser le pape. Pour cela, il décide d'entrer en guerre contre l'Autriche, qui occupe une grande partie de l'Italie. Morny, à qui il expose ses projets, s'alarme. « Ne vous risquez pas dans le guêpier italien !» Mais Napoléon III, pourtant facilement influençable, a pris sa décision et s'y tient. Par ailleurs, sur le plan intérieur, au grand désespoir de Morny, il renvoie aux calendes grecques la loi de sûreté générale qui, dixit le prince Napoléon Jérôme, qui incarnait l'aile gauche du mouvement bonapartiste, mettrait en suspicion le pays tout entier. Les femmes ont toujours occupé une place considérable dans la vie et dans le cœur de Napoléon III. Camillo Cavour, qui souhaitait depuis longtemps l'intervention de la France en Italie pour combattre l'Autriche, ne l'ignorait certainement pas, puisque, craignant un revirement de l'empereur, il chargea une très jolie femme, sa propre cousine, la comtesse Virginia de Castiglione, d'une mission extraordinaire auprès de l'empereur. Virginia était d'une beauté rayonnante que n'égalait que son intelligence. Elle passait même pour être la plus belle femme d'Europe. L'avocat Berrière, pourtant généralement avare en compliments sur ses contemporains, rédigea un texte surprenant à son sujet. Je certifie pour tous, présents et à venir, que ni le port éclatant de la comtesse de Castiglione, ni son étrange beauté parfaite, ni sa jeunesse fleurie, ni sa situation exceptionnelle à travers l'univers, ni ses lèvres superbes, ni ses yeux flamboyants ou tristes,
ne disent tout ce qu'il y a en elles d'esprit, d'intelligence, de bonté, de cœur et de rare pénétration. La mission que lui assigna son cousin Cavour consistait à convaincre Napoléon III de ne pas tergiverser, comme il avait souvent l'habitude de le faire, et d'engager toutes ses forces, comme il avait décidé, dans la grande cause de l'unité italienne. Réussissez, ma cousine, par les moyens qu'il vous plaira, mais réussissez, lui dit Cavour. Quant au chevalier Nigrat, le plus proche collaborateur de Cavour, il écrivit à la comtesse, en faisant allusion à une allocution que devait prononcer Napoléon III sur sa politique étrangère, « Essayez de tirer les vers du nez du vieux pour son discours. » Et la comtesse réussira parfaitement sa mission, puisque Napoléon III confirma ses intentions à propos de l'Italie, et s'enflammera simultanément pour la belle comtesse qui devint très vite sa maîtresse. Il la logea dans un hôtel particulier avec du Montaigne, où il se rendra régulièrement pendant 2 ans, entre 2 batailles civiles ou militaires, pour goûter au repos du guerrier. Le 31 juillet 1858, l'entrevue de Plombières entre Napoléon III et Cavour scella l'alliance entre la France et le royaume du Piémont. En contrepartie de son intervention contre l'Autriche, la France obtiendrait le comté de Nice et le duché de Savoie. En avril de l'année suivante, la guerre était déclenchée contre l'Empire d'Autriche. Dès qu'il apprit que Napoléon III allait attaquer l'Autriche pour libérer l'Italie du Nord, Giuseppe Garibaldi, le vieux lutteur niçois qui avait fait de l'unité italienne son objectif, laissa éclater sa joie et aussitôt courut au combat. Victor Emmanuel l'accueillit cordialement. Ah, il savait que l'Italie pouvait toujours compter sur Garibaldi. À Nice, comme à Marseille, les patriotes italiens ou français d'origines italiennes, partisans d'une Italie unie et libre, se réjouirent de la décision de Napoléon III qui, en février, avait fait publier une brochure intitulée « Napoléon III et l'Italie ». L'auteur en était Arthur de la Guéronnière, qui, à la demande de l'empereur, se montrait très sévère envers les différents gouvernements italiens, sauf évidemment pour celui du Piémont. Ce texte rappelait la célèbre promesse de Napoléon Ier « J'ai toujours eu l'intention de créer, libre et indépendante, la nationalité italienne ». N'avait-il pas, en son temps, souhaité ardemment la centralisation de tous les peuples géographiques que la Révolution ou la politique ont dissous ou morcelés? Par la plume de la Guéronnière, le neveu s'explique ainsi. L'empereur Napoléon Ier a cru devoir conquérir les peuples pour les affranchir. Napoléon III veut les affranchir sans les conquérir. Comme on peut le deviner, après la promesse de Napoléon III d'attaquer l'Autriche, cette brochure confirmant les orientations de l'ancien Carbonaro enchante Garibaldi, qui a trouvé, avec l'empereur des Français, un singulier allié. Mais celui-ci reste toujours par nature indécis et versatile. Des paroles aux actes, le chemin est long et sinueux, et Napoléon III hésite, consulte, réfléchit, et remet toujours ses décisions à plus tard. Pourtant, l'affaire semble bien engagée, et désormais l'empereur ne pouvait plus reculer, même s'il le voulait. Et déjà, avant que le mois ne s'achève, les corps d'armée, commandés par le maréchal Baraguer d'Illiers,
et le général de MacMahon entraient dans la cité phocéenne sous les acclamations des Marseillais, se rendant en famille pour assister à l'embarquement des troupes et à celui spectaculaire des chevaux qui seront hissés précautionneusement au bout des palans. La mode est ici, parmi les belles dames et beaux messieurs, d'aller en promenade à la Joliette. C'est de là que partent de nouveaux compagnons d'armes à l'armée d'Italie, écrit Amédée Achard dans le journal des débats. On entendra, durant le déroulement de ces opérations, les cris de « Vive Napoléon III !» ce qui est assez rare à Marseille durant tout le Second Empire et mérite donc d'être souligné. On lance aussi très souvent, dans la foule endimanchée, venue là, comme à la parade, « Vive l'Italie! Vive Garibaldi !» Dans cette foule, Gaston Crémieux, un jeune avocat et poète nîmois installé dans la cité phocéenne et qui écrivait beaucoup sur la misère humaine, les questions sociales et la cause des peuples, apostrophait les Marseillais. Depuis des semaines, le futur martyr de la commune de Marseille invitait la France à être solidaire de l'Italie, ce pays voisin et ami, et il publiait « À l'Italie », véritable hymne d'amour pour la péninsule italienne et son juste combat. Nul ne te secourait et tu courbais la tête. Maintenant, l'Italie implore ton secours. À tes fils généreux accorde cette fête, et les peuples sauvés s'en souviendront toujours s'il est pour toi de mauvais jours. La France hésite encore. Dans la plus sainte des guerres, la victoire a toujours un triste lendemain. Sans répandre le sang, ni dévaster la terre, la paix délivre aussi. Mais l'Autriche altière répond par un défi humain. Et la France à regret s'empare de ses armes, se lève, marche et dit « L'Italie est ma sœur !» Et sa voix jette au loin le signal des alarmes. Déjà les opprimés ont essuyé leurs larmes, et déjà tremble l'oppresseur. Tandis que l'armée de Napoléon III commençait à croiser le fer avec les Autrichiens, Garibaldi partit se mettre à la tête des chasseurs alpins, quoiqu'il eût plus de 50 ans et que ses rhumatismes le fissent beaucoup souffrir. Le marin niçois, ardent défenseur de la liberté des peuples, était désormais général, et, situation cocasse, général nommé par un roi. Robuste, sanguin, la tête hérissée, les yeux saillants, un nez en trompette surmontant une gigantesque moustache et une barbe non moins fournie, le roi Victor Emmanuel rêvait depuis longtemps, comme Garibaldi, d'une Italie unie et indépendante, et il était persuadé que Napoléon III allait la lui offrir dans un plat d'argent. Mais, après les brillantes victoires de Magenta, puis de Solferino, Napoléon III crut plus sage d'accorder aux Autrichiens l'armistice qu'ils sollicitaient, et le 7 juillet 1859 fut signée une suspension des hostilités pour laisser le temps à la diplomatie et négocier les conditions de la paix. En guise de récompense, en quelque sorte, pour son intervention, la France recevrait donc, comme convenu, lors du traité de Plombières, Nice et la Savoie. Le 24 mars 1860, Napoléon III et Victor Emmanuel II signèrent donc le fameux traité de Turin, qui officialisait ce rattachement de Nice et de la Savoie. Mais Napoléon III ne voulait en aucune façon apparaître comme un conquérant et souhaitait l'approbation des populations concernées. Et c'est la raison pour laquelle une consultation des Niçois et des Savoyards
fut organisée en bonne et due forme. La Savoie vota pour le rattachement par 130 533 oui contre 235 non et 600 abstentions. Même si d'aucuns estimèrent le score énorme obtenu en faveur du oui peu crédible, et que le correspondant du journal britannique The Times qualifia le plébiscite de la plus grande farce jamais jouée dans l'histoire des nations, la Savoie devint française, et un décret impérial créa dès le lendemain de la consultation 2 départements, la Savoie et la Haute-Savoie. Et pour fêter l'événement, l'empereur et l'impératrice effectuèrent à partir du 27 août un voyage triomphal dans la nouvelle province française. Pour ce qui concerne Nice, ce sont 86% des électeurs niçois qui voteront pour le rattachement le 15 avril. Le résultat est donc sans appel, et Nice devint française. De même que l'arrondissement de Nice, en italien, le Circondario di Nizza. Divisé en un arrondissement de Nice et un arrondissement de Puget-Théniers, et augmenté de l'arrondissement de Grasse détaché du département du Var, il formera le département des Alpes-Maritimes, qui comptait alors 188 784 habitants, et, comme en Savoie, c'est une foule enthousiaste qui accueillera les troupes impériales françaises entrant dans Nice 2 mois plus tard. Puis, le 12 septembre 1860, c'est Napoléon III lui-même qui décide d'aller à la rencontre des Niçois. Dès le mois de mai, le conseil municipal de Nice assurait à l'empereur qu'il trouvera sur notre rivage des traces glorieuses du grand fondateur de la dynastie qui, en 1776, prit à Nice le commandement de l'immortelle armée d'Italie. M. Pauls d'Ivoire, préfet du nouveau département des Alpes-Maritimes, et la municipalité de Villefranche, expliqua aux Niçois le sens de cette visite prestigieuse. Leur Majesté, touchée par le mouvement unanime au milieu duquel 2 belles provinces sont venues accroître la force de leur empire, souhaitait cimenter à leur tour, par leur présence, une indissoluble union. De son côté, le messager de Nice assure à la veille de l'arrivée du couple impérial avoir entendu des centaines de vieillards, nés sous le Premier Empire, manifester leur joie de pouvoir mourir citoyens de la plus généreuse et de la plus respectée des nations. La présence de ces hommes renforçait la thèse du retour à la mère patrie. Napoléon III débarqua avec l'impératrice dans la magnifique rade de Villefranche-sur-Mer, accompagné du maréchal de Castellane, la flottille impériale n'ayant pas pu entrer dans le port de Nice, la passe n'étant pas assez large. Les cloches sonnaient, les batteries tonnaient presque à l'unanime, et les hussards de Tarascon, ainsi qu'un peloton des 100 gardes, les encadrèrent aussitôt. Reçus par M. Pauls d'Ivoire, le couple impérial et le maréchal prirent en voiture la direction de Nice, empruntant la route des montagnes, gravissant le col de Villefranche et traversant sous les acclamations Èze, la Turbie et la Trinité-Victor. Sur la place Napoléon, toute pavoisée, le maire, François Malocena, présenta les clés de la ville à l'empereur en lui disant « Sire, voici les clés de Nice. Ce sont les clés d'une ville dont la fidélité fut de tout temps la noble devise, d'une ville que vous avez comblée de bienfaits qu'elle ne pourra jamais oublier, d'une ville prête au besoin de vous prouver que, si elle aime ses souverains avec transport,
elle saurait aussi les défendre au prix de tous les sacrifices. Après ce discours, qui fit perler quelques larmes d'émotion dans les yeux de l'impératrice, et à la fin de la réception solennelle pleine d'enthousiasme qui suivit, les acclamations de la foule éclatèrent avec force et spontanéité, témoignant de façon spectaculaire le sentiment profond d'affection des Niçois pour l'empereur, qui passe sous un arc de triomphe monumental surmonté d'aigles et érigé sur la place Napoléon. Puis le trajet se termine au port, où le couple impérial est accueilli par l'élément maritime de la ville, c'est-à-dire les pêcheurs du Golfe et leurs augustes compagnes, en pittoresques accoutrements, toutes coiffées de l'escoffion national, résille à lourde torsade de soie, teinte d'incarnat. Par cette rencontre, Napoléon III voulait souligner l'importance qu'il accordait aux classes populaires ainsi qu'à la culture traditionnelle, locale, symbolisée par la femme du pêcheur en costume folklorique. 2 jours durant, de grandes fêtes furent organisées en l'honneur des illustres visiteurs, largement rapportées par les journaux locaux. Durant toute cette visite, tandis que la foule immense laissait éclater sa joie, Napoléon III multipliait les messages amicaux et les attentions à destination de la population, et écoutait avec attention ses représentants évoquer le riche passé de la ville dont les Niçois étaient très fiers. Napoléon III découvrit avec grand plaisir, mais trop rapidement à son gré, le vieux château, le théâtre, le majestueux palais Sardes et le pont du Var. C'est d'ailleurs au palais Sardes que le couple impérial résida du 12 au 14 septembre. Parcourant la ville, élégamment parée de mâts vénitiens et de centaines de milliers de lampions, l'empereur et l'impératrice, passant sous 3 arcs de triomphe, s'y rendirent au milieu des cris et des vivats ininterrompus d'une foule en transe. Napoléon III confiera n'avoir jamais imaginé un tel enthousiasme, et dire que certains dans son entourage prétendaient que de nombreux Niçois lui étaient hostiles et contestaient les résultats du plébiscite. Il fut très touché par les compliments empressés de jeunes filles niçoises, dont la timide fille de Malocena, qui offrit un bouquet à l'impératrice en murmurant toute tremblante « Madame, daignez accepter ces fleurs, modeste emblème du sentiment de Nice, qui n'a d'autre désir et d'autre besoin que de vous aimer et de vous plaire. » Du balcon qui donne sur la cour d'honneur, il assista, entouré de fonctionnaires et des notables de la ville, au défilé des députations, dont celle des médaillés de Sainte-Hélène. Au château, l'inévitable cantate est entonnée, accompagnée du non moins inévitable Orphéon destiné à l'impératrice. Salut à notre souveraine, plus belle que nos belles fleurs, que les pauvres nomment leur reine et dont la main sèche les pleurs. Le soir, le général Fleury, son aide de camp, avait organisé un grand dîner qui se tint en présence des dames d'honneur de l'impératrice et de nombreuses autres personnalités de l'intelligentsia pro-française. Parmi les promesses de l'empereur faites aux Niçois durant sa visite, il y avait l'arrivée du train, atout considérable pour le développement du comté niçois. Mais, comme Napoléon III put le constater lui-même, les routes étaient inexistantes. Seuls 2 axes existaient, la route de Turin, qui passait par le col de Tende, et la grande corniche, datant des Romains, et qui avait été renforcée par Napoléon Ier pour la campagne d'Italie. Napoléon III allait donc devoir s'attaquer rapidement à ce problème.
avec des chantiers spectaculaires. On commencera immédiatement les travaux de la basse corniche et dès 1862, Nice était reliée à Villefranche, puis 4 ans plus tard à Beaulieu. Enfin, en 1868, Menton sera relié à Sospel. Napoléon III tint donc ses promesses et parviendra même à désenclaver le Moyen et Haut-Pays grâce à la construction d'une route atteignant Lontosque en 1863 et Roquebillière en 1865. Ce fut une révolution pour la population de ces villages qui n'avaient jamais vu la mer. Mais il fallut attendre 1883 pour atteindre Monaco, qui n'était jusque-là accessible que par mulet depuis la Turbie, et 1884 pour rejoindre le Cap Martin. Après leur séjour à Nice, clôturé par un superbe feu d'artifice, Napoléon III et l'impératrice, avant de s'embarquer pour la Corse, visitèrent la plaine du Var. « Madame, s'écria l'empereur en s'adressant à madame de Sessol, voilà le plus beau pays qu'il m'ait été donné de voir, au-dessus de ce que je m'étais imaginé. » Les nombreuses fêtes qui se déroulèrent à Nice en cette année 1860, à l'occasion de son annexion à la France, peuvent nous permettre de mieux saisir les enjeux de cet événement qui a rencontré un certain nombre de résistances. Les premières festivités datent du 1er avril, donc avant le plébiscite, et marquent l'arrivée des 2 premiers bataillons de l'armée impériale. À cette occasion, Victor Emmanuel, en personne, s'exprima devant les Niçois en ces termes. « Si vous devez suivre notre destinée, faites en sorte que les Français vous accueillent comme des frères qu'on a depuis longtemps appris à apprécier et à estimer. Faites que votre réunion à la France soit un lien de plus entre les 2 nations. » Alea jacta est. Les jeux semblaient donc déjà faits, avant même la consultation populaire. Mais ce n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Certes, ce 1er avril, les maisons étaient pavoisées au drapeau tricolore, mais aucune messe ne sera célébrée, et l'évêque de Nice, monseigneur Sola, pourtant favorable à l'annexion, brille par son absence. Et le succès de la fête doit être fortement nuancé. Si le messager de Nice souligne l'enthousiasme populaire, le capitaine Alexandre Segretin, qui accompagnait le général Frossard, chargé des aspects militaires de l'annexion, écrit dans ses notes. « Il y a beaucoup de drapeaux français aux fenêtres et quelques drapeaux italiens. Dans la foule, un certain nombre de cocardes françaises et des bouquets à la boutonnière. Beaucoup de monde dans les rues, surtout beaucoup de gens de la campagne, peu de bourgeois. Nous assistons au défilé sur la place Vittorio, vers l'entrée de la ville. Là, la foule est compacte et il y a des voitures. Toutes les fenêtres sont garnies de monde. On voit d'abord passer, dans une calèche à 6 chevaux, un homme d'assez mauvaise mine, faisant une manifestation en faveur des Français. Il y a plutôt des sifflets que des cris. Viennent ensuite d'assez nombreuses voitures pleines de bourgeois. On crie pas mal « Vive la France !» mais il y a aussi beaucoup de sifflets. On nous explique que les Italiens sifflent les gens de ces voitures parce que ce sont des transfuges qui ont fait volte-face quand l'annexion a été décidée. Cette description montre que des tensions sont perceptibles. On les retrouve également pour les fêtes du 14 juin, date de la prise officielle de l'arrondissement de Nice par la France, et si monseigneur Sola est présent cette fois-ci à côté du préfet et qu'un Tédéum donne à la cérémonie tous les traits d'une fête de souveraineté, les réjouissances populaires sont peu nombreuses.
Il en est de même pour les fêtes du 17 juin, qui ont surtout pour but d'encourager l'enthousiasme populaire et de convaincre les sceptiques. Le messager de Nice souligne en ces termes le sens que les autorités souhaitaient leur conférer. Les fêtes auxquelles nous assistons aujourd'hui ont une portée autre et une signification nette. Le drapeau qui flotte sur nos édifices publics ne signifie pas seulement ordre et grandeur. Il annonce surtout que Nice, négligée et abandonnée par le fait de sa position géographique à l'égard du Piémont, doit à dater d'aujourd'hui être entraînée par le grand mouvement de progrès qui maintient la France à la tête de la civilisation européenne. Les salves d'artillerie qui ont salué l'annexion officielle n'ont pas été, pour le gouvernement de l'empereur, la déclaration d'une simple prise de possession. Elles ont été aussi, de la part de la France, la proclamation d'un contrat auquel la France n'a jamais failli. La proclamation de M. le préfet des Alpes-Maritimes nous annonce déjà une ère nouvelle pour notre pays. À nous de nous rendre dignes des faveurs et des bienfaits qui nous sont réservés, à nous de faciliter, par un concours sincère et dévoué, la tâche de l'administration. Qu'il n'y ait plus parmi nous d'autres rivalités que pour le bien, d'autres jalousies que pour la prospérité commune, pour le dévouement à l'empereur. Célébrons donc la fête de l'annexion avec toute la pompe possible. Une nouvelle existence commence pour nous. N'oublions jamais que nous devons à Napoléon III le suprême bonheur du retour à la mère patrie. Au cours de toutes ces fêtes grandioses, le théâtre jouera un rôle crucial. Le Grand Théâtre de Nice, où se jouaient les opéras italiens de Rossini et de Donizetti, mais aussi le théâtre Tiranti, qui était occupé alors par une troupe parisienne accompagnée d'une actrice célèbre, Marie Daubrun, maîtresse en titre de l'écrivain Théodore de Banville. Stimulé par la prose abondante du poète journaliste dans L'Avenir de Nice, le public d'Issois se précipitait au théâtre Tiranti, pourtant situé à l'extérieur de la ville et d'un accès difficile. La troupe jouait des succès parisiens, comme 30 ans ou La vie d'un joueur, d'Alexandre Dumas, mais elle se fit aussi un excellent instrument de propagande en faveur de l'annexion. Ainsi, elle interpréta devant 1500 spectateurs le chant « Partant vers la Syrie », écrit en souvenir de l'expédition de Bonaparte en Égypte par la reine Hortense de Beauharnais, mère de Napoléon III. Ce chant devint l'hymne quasi officiel du Second Empire. Un soir, à la fin d'une représentation, un spectateur lança à Marie Daubrun un bouquet contenant un texte anonyme qu'elle déclama aussitôt devant le public. « D'où viens-tu, souffle pur, prophétique espérance, qui trouve dans nos cœurs un ineffable accueil? Ô Nice, ville heureuse, un écho te dit France, et ta campagne blonde a tressailli d'orgueil. » Ce texte, intitulé « Vœux de Nice », était signé de Théodore de Banville. Le point d'orgue de cette période de fête fut le voyage de Napoléon III et d'Eugénie, que nous avons évoqué précédemment, et qui fut un succès populaire, même si les oppositions restaient vives. Un voyage qui symbolisa, en quelque sorte, ce retour de Nice à la mère patrie. Pour Garibaldi, cette décision de Nice d'opter pour la France, à une écrasante majorité, sera un véritable déchirement. Voir sa ville natale accepter de se séparer de l'Italie au moment même où celle-ci commençait à s'unifier, c'était pour lui une pilule un peu difficile à avaler. Il craignait surtout que Nice, ville de culture et de savoir,
connaissent des déboires et perdent sa place prééminente dans le domaine de l'enseignement. Il n'avait pas tout à fait tort. Je voudrais signaler par exemple que, du fait de l'annexion, toute forme d'enseignement supérieur disparut à Nice après 1860, et il faudra attendre le XXe siècle pour que soit créé ce qui deviendra en 1965 l'Université de Nice. Quant à la langue utilisée, il faut savoir qu'en 1860, la population est majoritairement bilingue et 85% des Niçois parlaient italien en seconde langue et 8% l'utilisaient comme langue maternelle. Ce pourcentage ne cessera de diminuer dans les décennies suivantes. Le français était surtout parlé par les élites urbaines, soit moins de 5% de la population, et était compris par seulement 30%. Quant au gros de la population, au moins 80%, surtout rurale à l'époque, elle parlait essentiellement le patois local, variante du franco-provençal, et le patois niçois. Ce n'est qu'à partir de 1860, avec la loi de Jules Ferry, que le français commencera à s'imposer, ce qui aura pour conséquence un certain déclin des patois et de l'italien. Mais le niçois, et on ne peut que s'en réjouir lorsque l'on est attaché aux langues régionales, est aujourd'hui bien vivant et s'enseigne dans des classes bilingues des sections maternelles, en attendant qu'elles se poursuivent jusqu'au bac, ce qui reste l'objectif des partisans de la survie et de la pérennité du parler niçard. En 1860, l'année du rattachement, la population laborieuse de Nice vit de petits métiers, d'artisanat et de commerce. Le prolétariat urbain se trouve dans la vieille ville et la rive gauche. La bourgeoisie, rue Saint-François-de-Paul, sur la colline de Cigné, où s'installera bientôt l'aristocratie anglaise, et l'on y rencontrera fréquemment la reine Victoria. Quant à la noblesse russe, c'est dans les quartiers au pied de la colline Saint-Philippe, là où la tsarine Alexandra Fedorovna fera construire la fameuse église orthodoxe Saint-Nicolas qu'elle s'établira. La fleur, avec le journaliste Alphonse Karr, devient la principale industrie de Nice. Les serres et bientôt des vignes s'installent en terrasse sur les coteaux admirablement exposés au soleil. Mais de nombreux intellectuels niçois, au premier rang desquels Eugène Emmanuel, auteur de la chanson La mia bella Nizza, Alphonse Foresta, Antonio Fenocchio, rédacteur du Nizzardo, ou encore le savant Auguste Gras et le botaniste Charles Auguste, ne cachent pas leurs opinions. Tous souhaitent le retour de Nice dans le giron italien. Un journal séparatiste voit le jour le 6 novembre 1860, Il Diritto di Nizza, dirigé par l'avocat journaliste Joseph André. Le préfet Gavini de Campile est conscient de ce malaise et pense qu'il faut de plus en plus associer les Niçois à la gestion de leur ville et à la vie du pays pour les fidéliser à la nouvelle administration. Les Niçois devront répondre à 2 plébiscites, 5 législatives et 2 municipales en 10 ans. François Malocena sera à chaque fois élu maire ou député et travaillera de concert avec le préfet, et ils seront tous deux les principaux acteurs du développement prodigieux de Nice sous le Second Empire. Mais les Niçois leur reprochent de plus en plus d'être corrompus et serviles envers le préfet. Par ailleurs, de nombreux Niçois, sans doute sous l'influence des intellectuels, conservent des attaches solides avec l'Italie et sont opposés à une éventuelle guerre avec la Prusse,
une guerre qui finira par éclater en 1870. Les Niçois, dans leur ensemble, ne se sentent guère concernés par cette guerre qu'ils condamnent, et certains jeunes n'hésitent pas à passer en Italie pour échapper à la conscription. En fait, Nice, qui n'était française que depuis 10 ans, comprenait mal pourquoi aller se battre dans les Vosges. Toutefois, la première compagnie des mobiles des Alpes-Maritimes s'illustrera brillamment en Côte d'Or, avec à ses côtés Garibaldi et ses volontaires venus au secours de la France. Mais la défaite est inéluctable. L'armée n'est pas suffisamment prête. Et lorsque Napoléon III prend en personne la tête de son armée, Fleury ne cache pas son scepticisme. La tâche est bien lourde pour un souverain qui commence la guerre à 50 ans. Il voyait se profiler un avenir proche bien sombre pour l'Empire et pour la France. Et il n'avait pas tort. Le désastre subi par nos armées à Sedan le 2 septembre 1870 provoqua la chute de l'Empire dans la défaite et la honte et la proclamation de la République par Gambetta 2 jours après. Les Niçois se soulèvent alors, se portent en masse sur la place Napoléon, mettent en pièces les plaques portant le nom et les armes de l'empereur et baptisent cette place au nom de leur héros, Garibaldi. Malocena et le préfet Gavini démissionnent de leur mandat et Auguste Reynaud est élu maire en 1871. Le rattachement de Nice à la France semble alors être remis en question. Devant la catastrophe, Adolphe Thiers va même tenter un marchandage. Il se déplace à Florence et propose au gouvernement italien de restituer le comté de Nice contre l'envoi d'un contingent de 100 000 soldats italiens contre la Prusse. Avec la République, un nouveau préfet, Baragnon, ami de Gambetta, est nommé et bâillonne aussitôt l'opposition sécessionniste niçoise. Et il suspend les libertés publiques. Il est rapidement remplacé par Marc Dufraisse, plus consensuel, mais qui irrite les Niçois par sa suffisance. C'est alors que Garibaldi est élu aux élections du 8 février 1871, sans même avoir été candidat sur les listes de l'Union républicaine à l'Assemblée nationale française, comme député de la Côte d'Or, de Paris, d'Alger et de Nice, sa ville natale qui le sollicitait. Il répond aux Niçois en ces termes: « J'accepte la candidature de mon pays natal et je suis fier du choix dont il m'honore. » Les Niçois, favorables à la séparation, espèrent beaucoup de Garibaldi, même s'il avait répondu aux séparatistes et à Joseph André: « Vous connaissez mes principes et vous savez aussi ce que je pense de mon pays natal. Mais je ne veux en aucune façon nuire à la République française. » Il est largement élu, bénéficiant d'une marée indépendantiste. Il obtient 20 314 suffrages. Le préfet Dufraisse, qui se présentait comme représentant de la République française et contre la séparation, n'obtient que 12 585 voix. De dépit, Dufraisse fit perquisitionner puis interdire la voce d'inizia et, employant les méthodes de Louis XIV à Marseille en 1660, fit installer des canons de gros calibre dans le fort du Montalban et sur les hauteurs de la ville, en la menaçant de la canonner. Ce qui ne fit qu'exaspérer un peu plus les Niçois, même ceux qui ne remettaient pas en cause l'appartenance de Nice à la France. Cette attitude irresponsable faillit conduire à la catastrophe, et les quelques échauffourées qui se produisirent auraient pu dégénérer en une émeute sanguinaire.
Mais la raison l'emporta, ce qui n'empêcha pas la presse italienne de qualifier ce début d'insurrection de vêpres nissarte, allusion aux vêpres siciliennes de 1282, au cours desquelles les Siciliens massacrèrent les occupants français et qui firent le sujet de l'un des plus grands opéras de Verdi. Même si les Niçois restaient dans leur majorité fidèles à la France, il est certain que la réaction disproportionnée du pouvoir n'alla pas dans le sens de l'apaisement. Cette attitude de la France à leur égard marqua très profondément l'inconscient collectif niçois, et durant des générations, la détestation du jacobinisme parisien se transmettra secrètement dans les familles. À Paris, Garibaldi arriva en 4e position derrière Louis Blanc, Gambetta et Victor Hugo. Mais dès son apparition à la Chambre, les applaudissements des députés républicains sont couverts par les insultes et les vociférations de la majorité monarchiste de la Chambre. Humilié, Garibaldi jettera l'éponge et regagnera l'Italie et son île refuge de Caprera, tandis qu'à Nice, le conciliant marquis Raymond de Villeneuve-Bargemont, pourtant conservateur mais modéré, était désigné et collaborait étroitement avec le maire Auguste Reynaud. Les esprits finissent alors par se calmer et le comté de Nice renonça définitivement à l'aventure séparatiste. En 1876, l'avocat Alfred Boriglione, élu député, lance une politique de grands travaux. Création du boulevard Gambetta, prolongement de la promenade des Anglais, création d'un casino municipal sur la place Masséna, organisation d'une exposition coloniale en 1883-1884. Nice trouve ainsi définitivement sa place et ne cesse de rayonner depuis sur la partie orientale de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au début du XXe siècle, la ville connaîtra un important essor économique et démographique qui va désarçonner les partis séparatistes. Puis vint la Première Guerre mondiale qui perturba son économie, mais consolida encore le lien profond de Nice avec la France. Faut-il rappeler que 6 petits-fils de Giuseppe Garibaldi, Bruno, Ricciotti, Costante, Sante, Peppino et Ezio, engagés dans la Légion garibaldienne, participèrent courageusement au combat de l'Argonne pour épauler le 2e corps de la 4e armée française, et que Bruno et 10 jours après lui Costante seront tués héroïquement dans les combats. De nos jours, les partisans de la séparation, toujours présents et très actifs, restent inaudibles, ce qui n'empêche pas tout de même la ville de conserver son particularisme et d'en être très fière. Garibaldi disait « Je ne suis ni français ni italien, je suis niçois. » Je ne suis pas sûr, voyez-vous, que de nombreux Niçois n'en continuent pas aujourd'hui encore à le penser en leur fort intérieur. Je vous remercie.